Bonjour à tous. J'interviens avec Bruno Laviole et au fond de la salle, vous avez puisqu'on était un trio, notre confrère Luc Duchossois, Sanofi, qui nous a accompagnés dans la modération et l'animation de cette table ronde. Réfléchir, c'est bien. Réfléchir à plusieurs, c'est mieux. Réfléchir à plusieurs avec une valeur ajoutée et un impact, c'est l'idéal. C'est d'une certaine façon, moi je me suis toujours interrogé, ça fait longtemps que je travaille à Gien, dans le cadre des ateliers, sur la valeur ajoutée. Et là, on a eu l'exemple très concret de l'utilité de cette table ronde, puisqu'à peine on avait travaillé, on avait finalisé cette table ronde, que nous avons été associés, Bruno et moi, à un groupe de travail mis en place par l'NRSMIE, qui avait été diligenté par le ministère de la Santé sur les essais cliniques en ambulatoire. Et d'emblée, d'une certaine façon, on a joué notre rôle de porte-parole et on a translaté avec une récupération partielle, et bien sûr ça a été encore repris et enjolivé et autres, mais des recommandations qu'on a fait. Donc véritablement, je plaide, encore une fois, pour l'utilité de ces tables rondes, et on a un exemple concret. On avait associé beaucoup de monde, un certain nombre de défections a été enregistré sur ce qu'on avait pressenti, on avait voulu associer des study nurses, des représentants. Nous avons eu en tout cas 17 membres associés, industriels, académiques, institutionnels, et avec des résultats très concrets autour de 4 sous-groupes thématiques, puisque bien entendu, on parle d'essais cliniques en médecine de ville, dans le parcours de soins, on l'a focalisé avec quatre aspects: l'aspect juridique, comment est-ce qu'on peut faire, l'impact, l'utilisation des outils numériques qui doit faciliter les choses, l'organisation, en prenant en compte les spécificités de l'exercice, et puis bien sûr, encore faut-il que ceux qui participent soient intéressés, participer à l'acceptabilité des patients et l'intérêt des médecins de ville. Rapidement, parce que je sais que Bruno Laviole trépigne. Cadre et orientation de la réflexion. D'abord, rappeler l'intérêt d'associer la médecine de ville à la recherche clinique. Il ne s'agit pas d'enfoncer les portes ouvertes. Il s'agit de rappeler effectivement que on a, à travers la médecine de ville, la possibilité de toucher à des personnes qui ne sont pas accessibles. Milieu rural, milieu défavorisé. Chronicité d'un nombre croissant de maladies. En période pandémique, et on l'a vu encore une fois à travers la crise sanitaire, le premier rang, la première ligne des médecins généralistes, avec l'expérimentation vaccinale en phase précoce de contagion. Et une opportunité, le fameux plan Innovation Santé 2030, les 7,5 milliards et surtout les actions concrètes qui vont être déclinées, annoncées par le président de la République suite au dernier Conseil stratégique de la nutrition de santé, et avec, lors de la conférence donnée par le président de la République, courant juin dernier, sur le continuum de la recherche de la médecine du quotidien à la recherche la plus avancée. Pour autant, il y avait eu déjà beaucoup de réflexions au niveau, ne serait-ce qu'à Gien, sur cette association de la médecine ambulatoire d'une certaine façon à la recherche clinique, avec une faible participation pour autant. Les thématiques de recherche finalement ne correspondaient pas exactement à l'exercice, au mode d'exercice. Soyons clairs, il y avait une formation, une pratique insuffisante, peut-être parce qu'il y avait un manque d'intérêt, mais aussi un manque de temps. Je rappelle cette métrique, et avec Bruno, on a été très sensible, on en a parlé avec Anthony Chaperon, professeur médecine générale. Un patient dispose de 16 minutes de consultation, ou le médecin qui le consulte, pour presque trois motifs de consultation différents. Et dans cet espace, dans cette fenêtre aussi courte, il faut arriver à parler de recherche et arriver à favoriser l'inclusion, l'intérêt, l'acceptabilité. Bien sûr, la grande diversité des modes d'exercice. Aujourd'hui, on s'aperçoit, et c'est peut-être aussi une opportunité, il y a le cabinet libéral, mais il y a les maisons de santé pluriprofessionnelles, les maisons de santé universitaires, j'en passe. Le morcellement et les vieillissements démographiques, jusqu'en 2030, diminution du nombre de médecins généralistes. Et vieillissement, donc peut-être moins d'appétence pour des médecins en fin de carrière, pour une activité qu'ils n'avaient pas exercée. Et puis, le problème de l'encadrement et le soutien, encore une fois, c'est la spécificité de l'exercice par du personnel et par des structures adaptées. Dernière slide avant de laisser la parole. Cadre orientation de la réflexion, la recherche doit aller vers le patient. Et la crise sanitaire, finalement, a montré à travers la dématérialisation et autres que c'était possible. Faciliter la participation des médecins, faciliter l'acceptation par le patient, et puis intégrer la recherche dans le parcours de soins, et non plus d'en faire qu'un segment à part, quelque chose, on parle de la recherche, alors qu'au contraire, il faut imbriquer la recherche dans ce parcours qui est de plus en plus finalisé. Les parties pris de la réflexion, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé aux médecins généralistes? D'abord parce qu'il fallait bien qu'on s'intéresse à certains éléments, premier aspect, mais aussi parce qu'on a eu en face de nous, ou avec nous plutôt, un collectif, notamment avec le CNGE, un collectif de médecins
généralistes. Donc, le CNGE, c'est le collectif national des généralistes enseignants. Le collège, excusez-moi. Collège, pardonnez-moi. Mais pour autant, s'intéresser à la médecine générale, sans oublier que en parallèle, vous avez tout ce qui correspond aux médecins spécialistes, mais bien entendu aux autres métiers paramédicaux. L'aspect bidirectionnel de la réflexion, d'abord, il s'agit d'assurer l'adaptation des essais cliniques à la médecine de ville. Il ne s'agit pas de vouloir plaquer une réalité qui ne correspond pas effectivement aux pratiques, encore une fois, à la médecine de ville. Et puis aussi, penser à inscrire la ville d'emblée dans les circuits des études cliniques. Aussi une surprise, c'est vrai que quand on parle juridique, on avait l'impression effectivement qu'on allait se heurter à des obstacles, à des impossibilités. Ce n'est pas le cas, même si des adaptations sont nécessaires. Bruno va en parler tout de suite. Et bien entendu, il s'agit d'intégrer la médecine de ville dans le parcours recherche clinique. Merci. Alors, si je trépigne, j'imagine que vous aussi. Alors, venons-en directement aux propositions. Donc, on a listé un certain nombre de propositions qu'on peut mettre au nombre de 8 et que je vais décliner par la suite. Donc, je passe très vite. Favoriser, faciliter la formation, permettre à la recherche d'aller vers le patient, comme vient de le dire Vincent, avoir des structures nationales et locales spécifiques, des financements, faciliter et favoriser la dématérialisation. On parlera du cadre juridique et puis de l'acceptabilité des patients et des médecins. Donc, concernant la formation, il est important de renforcer la formation initiale. Donc, ça a été dit tout à l'heure, hein, d'une part par Dominique Deplanque et puis aussi par Yazdan, sur la méthodologie de la recherche, sensibiliser les praticiens aux bonnes pratiques cliniques et à l'importance de la recherche clinique. Et puis, évidemment, ça se poursuit en formation continue. Et il existe des formations qui sont notamment, par exemple, dispensées par certains GIRSI. Et il faut les ouvrir, au moins faire leur promotion pour les médecins libéraux, parce que c'est pas évident qu'ils y aient accès aujourd'hui, ou alors c'est payant. Donc peut-être qu'il faudrait voir dans quelle mesure on pourrait faciliter leur accès à ces formations et qui permettent, par exemple, d'avoir un certificat BPC qui est nécessaire pour mener des essais. Et puis, alors, il faut aussi permettre à la recherche d'aller vers le patient. Et là, on a beaucoup discuté du concept d'équipe mobile d'investigation clinique qui permettent de pallier au manque de temps, de personnel, de locaux dédiés pour les praticiens et qui permet à des équipes qui peuvent s'adapter évidemment aux spécificités des études, hein, donc un médecin, une infirmière, un tech, toute ou partie, hein, de se déplacer là où il y en a besoin pour réaliser les recherches et aider les praticiens. Donc on a cité domicile, les cabinets, les EHPAD, les lieux de travail et j'en passe. Alors ensuite, on a parlé des organisations nationales et locales. Alors là, c'est vrai qu'on fait un peu le parallèle et le lien avec la réflexion qu'on a eue avec la NRS et MIE sur le même sujet, mais on est allé un peu au-delà puisqu'on n'est pas simplement focalisé sur les maladies infectieuses émergentes. Et c'est vrai que quand on réfléchit, les généralistes, même s'ils ont envie de mettre au point, de faire des recherches, eh ben bien souvent ils butent un petit peu sur des ressources qui permettent de les aider à monter leur projet, donc des ressources méthodologiques, et puis d'effectuer toutes les démarches réglementaires, hein, qu'on connaît tous, qui sont assez fastidieuses et qui nécessitent des vraies compétences pour avoir les autorisations de mener ces études. Donc on imagine qu'ils pourraient se reposer sur les DRCI, mais le problème c'est que les DRCI aujourd'hui, eh ben elles sont pas forcément très enclins, sauf certaines, et elles sont rares, à aider la médecine générale parce que c'est pas leur mission. Donc peut-être qu'il faudrait repréciser un peu leur mission et les inciter à participer et à aider cette recherche en dehors de l'hôpital. Évidemment, le rôle des CIC prend ici toute sa place, hein, et on a certains CIC aujourd'hui, bon, comme ce que je connais, c'est à Rennes, on a une équipe de recherche en soins primaires dans le CIC. Il y a aussi des structures, il y a des actions originales qui ont été mises en place. À Nantes, il y a un consortium qui s'est mis en place au niveau du CHU qui intègre l'ensemble des partenaires, on dira, de la région et du département autour de la recherche en médecine générale. Alors, on a aussi évoqué la possibilité de mettre en place une structure fédérative, hein, je sais pas, une CSS ou un ITMO, bref, sous couvert par exemple de l'INSERM, dédié aux soins primaires. Et puis de développer évidemment les réseaux, hein, puisqu'il y en a certains qui existent, mais il faut les développer et il faut leur mettre les moyens d'une animation, par exemple avec des chefs de projet, des personnes qui pourraient animer ces réseaux de médecins généralistes. On a parlé également de financement.
c'est vrai que il y a les généralistes, s'ils publient, on les incite à publier, ben ils n'ont pas la mairie SIGAP qu'on a nous dans les établissements hospitaliers. Et donc il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus sur finalement un retour sur investissement, un financement de leur publication qui reviendrait à ces réseaux ou ces structures qui seraient en place. Maintenir aussi des initiatives ciblées. Donc il y a eu par exemple un appel à projet Respire il y a pas très longtemps dédié à la médecine générale. Il faudrait à notre sens poursuivre ces initiatives. Et puis évidemment il faut aussi des bras. Donc il faut des universitaires, il faut des financements d'année-recherche, il faut aider les jeunes, il faut des bourses de doctorat d'université évidemment afin de promouvoir la recherche chez nos collègues libéraux, enfin libéraux ou médecins généralistes. On a aussi parlé de l'utilisation des outils numériques. Alors c'est vrai que ça reprend un petit peu ce qui a été dit dans certaines tables rondes précédentes, mais donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a parlé de l'importance de la télémédecine, de la téléconsultation, de l'e-information et l'e-consentement. Peut-être qu'on n'est pas obligé toujours d'être en face à face, d'avoir de favoriser l'utilisation des outils connectés pour le recueil des données et évidemment la problématique de la signature électronique. Donc je vous renvoie à notre article fabuleux si vous voulez des précisions sur ces différentes thématiques qui ont quand même été assez approfondies. Alors, on a parlé aussi du cadre juridique. Je regarde, il me reste encore quelques minutes. Alors globalement, le premier constat, donc là, on a vraiment eu des personnes, des vrais spécialistes des problématiques juridiques en recherche, qui se sont penchés sur les textes. Et le premier constat qu'on a fait, c'est que finalement, il n'y a pas trop de freins. Et que probablement que beaucoup de personnes qui aujourd'hui s'occupent de la recherche, en tout cas dans le milieu académique et probablement dans le milieu industriel aussi, se mettent des freins inutiles par méconnaissance des textes. Et donc, en creusant, on a focalisé la réflexion sur les notions de lieu de recherche, notion de co-investigateur. Alors, le lieu de recherche, en fait, on s'est aperçu qu'il n'est pas défini dans le droit français. Il est défini dans les BPC, mais pas dans le droit français. Et ça pose un problème parce que si on veut réaliser un essai dans plein de cabinets généralistes, ce que nous disent les industriels, c'est oui, mais c'est impossible, on va pas faire 50 conventions. Et en fait, cette notion de lieu de recherche, si on la précise, on pourrait très bien imaginer un lieu qui coordonne et qui signe les conventions, et puis des lieux satellites qui interviennent comme des co-investigateurs. Et du coup, ça nous ramène aussi à la notion de co-investigateur, qui n'est pas définie non plus dans le droit français, mais dans les ICH et dans le droit américain. Et ces co-investigateurs, en fait, peuvent aussi être finalement des personnes qui réalisent l'essai en délégation de tâches. Ce que nous, on fait tous les jours à l'hôpital pour nos collaborateurs qui sont en délégation de tâches quand on est PI. Et donc, il peut y avoir exactement le même système qui se met en place en ville, et donc qui pourrait être facilité. Alors évidemment, ça nécessite d'être précisé un peu dans la législation. Et puis, sur la partie distribution des médicaments, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a eu des mécanismes facilitateurs pendant la crise Covid, mais on va pas s'arrêter là. Et a priori, il y a un texte, un arrêté qui n'a jamais été publié, qui permet aux pharmacies d'officine de délivrer des médicaments pour essais cliniques, avec tout ce que ça incombe, c'est-à-dire la traçabilité, etc. Et on pense qu'il faut élargir ça en permettant aussi qu'elles distribuent des médicaments pour essais cliniques qui n'ont pas l'AMM. Parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est qu'ils puissent distribuer des médicaments qui ont l'AMM, mais si on veut faire de l'innovation, forcément, on aura des médicaments qui n'ont pas l'AMM. Donc ça aussi, c'est à réfléchir. Alors, je termine, je crois qu'il y a encore 2 diapos. Donc, sur l'acceptabilité des patients. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'acceptabilité des patients? Déjà, il faut mieux les cibler. Pour mieux les cibler, il faut mieux les repérer. Et donc, il faut essayer d'avoir un recueil harmonisé des données informatisées des patients en médecine générale. Et quand on fait le tour, en fait, il y a plein de systèmes qui existent. Il y a probablement une réflexion à mener sur au moins une interopérabilité de ces différents systèmes. Proposer l'essai au moment opportun, on en a un petit peu parlé. La durée de consultation est très courte. Donc peut-être qu'il faut prévoir des échanges spécifiques, ça veut dire qu'il faut les prévoir dans les financements des études. Privilégier évidemment la relation de confiance du médecin généraliste. Il ne s'agit pas d'aller couper le patient de sa relation avec son médecin, mais de voir avec lui comment on peut l'aider, mais sans, évidemment, parce que le patient, il acceptera beaucoup plus facilement de participer si son médecin auquel il a confiance lui dit « je vous invite à participer à cette recherche », plutôt que d'arriver avec un médecin du CHU qui n'a pas forcément bonne presse. Et puis, faciliter la réalisation au plus près des patients, on a dit, c'est la notion d'équipe mobile. Et enfin, mobiliser les généralistes.
parce que c'est aussi important que les acteurs soient partie prenante. Et donc là, on a dit, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour eux de participer à des études si ça correspond aux patients qu'ils voient tous les jours et aux pathologies qu'ils voient les plus fréquemment. Il faut aussi valoriser le fait qu'ils participent et donc du coup que ça va améliorer leur pratique. Donc ça doit vraiment correspondre à des préoccupations qu'ils ont. Et c'est vrai que là, on s'entend pas forcément toujours quand on discute avec des collègues et amis industriels parce que parfois les essais industriels sont trop complexes. Et donc peut-être qu'il faut aussi que les industriels fassent une démarche de simplification et de peut-être vouloir recueillir moins de données, mais au moins on aura des données de meilleure qualité et des réponses à des questions importantes. Et puis démystifier aussi la participation aux essais à promotion industrielle. Alors ça, c'est un vrai problème que moi j'ai rencontré. Vous parlez d'un essai industriel à des généralistes, c'est le grand Satan, terminé, on ne veut plus en entendre parler. Et donc la génération prescrire, il faut absolument qu'on sorte de ça. On vient d'en parler un petit peu juste avant. Et donc nous, ce qu'on a fait à Rennes, parce que c'est ce que je connais à nouveau, je suis désolé, mais dans le CIC, finalement, on a dit, on a un comité scientifique et technique dans le CIC, et donc on va valider les essais qui seront pris en charge par cette équipe. Donc on a une espèce de validation un peu académique de la qualité scientifique des essais qui sont pris en charge par l'équipe. Voilà, et puis en amont évidemment, bien faire les faisabilités des études, parce que ça c'est fondamental, et ça nécessite d'avoir des bases de données, des patientèles. Donc, en conclusion, ça va ? En conclusion, évidemment, on vient de le voir, il y a plein d'exemples qui sont... Cette table ronde, elle est venue un peu à propos, et elle s'est télescopée avec plein de choses qui ont été innovées pendant la crise sanitaire et qu'il faut pérenniser. On voit bien que la médecine de ville a une vraie place dans la recherche clinique et qu'il faut la promouvoir, que la recherche clinique de demain passe par la médecine de ville parce que les patients sont pas tous à l'hôpital et ça on sait très bien. Et puis ça passe par des propositions et des actes qu'on a définis dans notre article. Et on vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup.